Ça fait 3 fois que je te demande de ranger ta chambre. Ça fait 3 fois que tu ne le fais pas. Alors maintenant, tu montes, tu ranges ta chambre et tu ne descendras que lorsqu'elle sera rangée. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Charlotte, est-ce que c'est clair? Oui? Eh bien là, Je suis pas Charlotte, mais là, je peux dire que je suis à 2 doigts d'aller ranger ma chambre, hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Bon Choix, le podcast grâce auquel vous ne prendrez plus jamais de mauvaises décisions. Alors, grand bonheur aujourd'hui pour cet épisode du Bon Choix, puisque j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Jean-Luc Cohen-Rimbaud. Jean-Luc, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me faire l'amitié de venir témoigner, partager, échanger sur cet épisode du podcast Le Bon Choix. Je te remercie, Magdalena, toi, puisque tu me donnes cette occasion de m'exprimer devant des centaines de personnes qui écoutent tes podcasts, donc c'est super. Alors, tu es bien connu à Montpellier parce que tu fais plein de choses. Tu es bien connu aussi à Grenoble, ailleurs en France. Est-ce que tu peux raconter à nos auditrices et à nos auditeurs qui tu es et ce que tu fais? Je suis donc Jean-Luc Cohen-Rimbaud, un ancien directeur commercial. J'ai tout plaqué à 40 ans parce que je trouvais pas vraiment je trouvais plus le sens vraiment à ce que je faisais. Donc j'ai tout plaqué. Je suis parti faire un tour du monde avec mon sac à dos en solo. Et quand je suis revenu, j'ai 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 fait de la formation dans ce que je savais faire, donc la vente, les techniques de vente, la commercialisation, dans différents centres comme à l'AFPA, etc. Je suis resté une dizaine d'années. Et puis parallèlement, j'ai réalisé un vieux rêve, c'était de faire du théâtre. Un vieux rêve d'enfant. Et j'ai commencé dans une troupe amateur, et puis très rapidement, puisque en fait, dès que je commence à toucher un truc, il faut que je crée, il faut que je fasse des choses, des projets. Donc j'ai créé le Festival des différences avec ma femme à l'époque, Christine. On avait créé le Festival des différences. Donc c'était génial. Comme ça, on faisait venir du théâtre, du hip-hop, etc. Donc on a fait venir du monde, parce que pas beaucoup de monde se déplaçait pour voir du théâtre dans les villages à l'époque. Et donc du coup, ça avait marché. Il y avait 400 personnes qui passaient dans le week-end. Et j'ai rencontré comme ça le frère de Michel Galabru, qui m'a présenté son frère. Et donc, en fait, en rencontrant ce monstre sacré qui est Michel Galabru, ben, il m'a donné cette passion vraiment du théâtre, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis professionnel et je joue tous les vendredis et les samedis dans un café-théâtre de Montpellier où je fais au Grand Mélo Paradis à Vendargues, où je fais rire les gens. Voilà, tous les vendredis et les samedis à 21h, avec aujourd'hui notamment la pièce 1789, prise de tête, où je joue le rôle de roi Louis XVI. Voilà. Donc, C'est un ça, rôle c'est risqué. c'est un rôle un petit peu risqué. Et d'ailleurs, bon, je raconte pas comment ça finit, mais les gens le savent comment ça finit. Le tout, c'est comment c'est transmis au théâtre. Voilà, ça, c'est la surprise. Voilà. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'étais formateur, j'étais comédien, j'étais commercial, et puis, j'étais coach, parce qu'en fait, dans ce qui me plaisait dans les formations tout le temps, quand j'étais directeur de la formation dans un laboratoire pharmaceutique, même quand j'étais patron, j'ai toujours eu, grande motivation, c'était d'accompagner les équipes. En fait, j'ai associé tout ça. À un moment donné, j'ai harmonisé un petit peu tout ça, heu pour en fait que ça fasse que un. Parce que c'est vrai, pourquoi faire des cloisons et dire voilà, je fais un métier la semaine, je fais un loisir le week-end. Non, moi en fait, c'était comment faire une chose de tout ça. J'ai intégré le théâtre dans mes formations. Et je me suis fait connaître sur Montpellier comme ça. C'est-à-dire qu'avec le théâtre, c'est génial parce que c'est un outil transcendantal, le théâtre, qui va permettre de passer au-delà de tas de freins, de croyances limitantes, de peurs qui font qu'on va réussir des choses à travers un personnage et un rôle, alors qu'on pensait même pas forcément pouvoir le réussir. Et c'est ça qui est chouette. Alors je l'ai fait avec des travailleurs en situation de handicap, des cérébrolésés du centre Adage, où je les ai mis en scène pendant 4 ou 5 ans. On a fait des vrais spectacles, on faisait rire les gens, c'était génial. Donc on a transcendé leur handicap. Et puis je me suis dit, pourquoi pas avec des prisonniers? Ah ben, avec des prisonniers, on a transcendé des peurs, des freins, des blocages. Attention, tranquillement, hein, pas-
Et puis avec des patrons, avec des gens, des entrepreneurs, des gens qui ont des entreprises, et puis des gens éloignés de l'emploi, des gens qui ont complètement perte de repères et de confiance. En fait, le socle commun qui est la confiance, avec le théâtre, on arrive en fait vraiment voilà, à transcender pas mal de choses pour arriver à une réalisation de soi. Et je crois que c'est ça qui me passionne. Et c'est quoi le point commun alors? Parce que quand tu parles effectivement de personnes en situation de handicap ou de personnes qui sont en milieu pénitentiaire, on voit bien l'intérêt que ça peut avoir pour reconstruire de Mhm. la confiance en soi. Mais quand tu parles de patrons, donc de dirigeantes, de dirigeants, bah, c'est des personnes qui donnent plutôt l'impression d'être en confiance, C'est d'être à l'aise. marrant. Ah ouais, c'est marrant ce que tu dis. Il donne l'impression. Il donne plutôt l'impression. C'est chouette, mais alors en fait, et tout ce que je dis là, je l'ai appris dans la vente. Moi, c'est la vente. C'est dans la Oui, vente que j'ai fait ma résilience, hein. Et, et en fait, on a tous des masques. On a tous des masques. Le premier masque pour moi, le premier masque, c'est, je vais donner une petite anecdote. Enfin, une petite anecdote. Je vais raconter une petite histoire. Un enfant se fait harceler à l'école. Il rentre chez lui. Sa maman lui dit: «Alors, comment ça s'est passé à l'école, mon petit chéri?» L'enfant n'a pas envie de rendre sa mère triste, alors il va lui dire: «Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé». Puis ça marche, souvent ça marche. La maman ça ou le papa, ça leur suffit. OK, ça s'est bien passé, ben, bon, ça va. Donc il voit que ça marche. De mettre ce sourire-là sur sa souffrance, ça marche. Alors le lendemain, il va continuer à se faire harceler. Puis il va rentrer chez lui et puis il va continuer. Oui, maman, ça s'est bien passé. Ça marche, il sait que ça marche. Ça y est, maintenant il commence à être habitué à son masque. Ça veut dire que à chaque fois qu'il va avoir une souffrance, tac, inconsciemment, il va utiliser ce masque du sourire. Aujourd'hui, le sourire, ça reste le masque principal qu'on fait tomber là au théâtre déjà, parce que c'est celui qui va cacher les souffrances. C'est un exemple de masque. Il y a plein de gens qui sourient alors qu'ils n'ont pas envie de sourire. Il y a plein de gens qui sourient quand ils sont gênés. Il y a des gens qui sourient quand ils ont peur d'être ridicules. Il y a des gens qui sourient quand c'est pas nécessaire de sourire. On le voit en prise de parole, on le voit dans des situations un petit peu compliquées. On le voit, voilà, ce sourire qui arrive. Bon, c'est un masque. Si on regarde bien, il n'y a aucun métier au monde où on nous oblige à enlever ce masque. Au contraire, dans les écoles de commerce, il faut sourire. Dans les écoles de communication, il faut sourire. Le sourire, c'est pas. En tout cas, dans les métiers qui ne sont pas de communication, le sourire n'est pas gênant. Donc, c'est pas un problème. Le seul métier où il est obligatoire d'aller derrière le masque et de l'enlever, le seul métier, en fait, où on peut pas, on n'a pas le droit, où le mensonge est interdit, le seul métier où la vérité est obligatoire, c'est le théâtre. C'est le métier de comédien. Parce que on est obligé d'aller derrière le masque. On est obligé d'aller dans l'émotion originale qui a été à l'origine de ce masque pour pouvoir la mettre à la disposition d'un personnage. Donc le théâtre, qui est le métier qui est l'art de mentir, c'est l'art de mentir vrai. C'est là où la vérité est indispensable. C'est pour ça qu'en me servant des outils du théâtre, avec des personnes qui sont habituées à composer avec les masques et avec le regard des autres, bah c'est carrément génial, c'est transcendantal. Ça fait découvrir des choses extraordinaires. Parce que quand on avance masqué, comme tous, hein, et moi je dis, voilà, alors, moi j'ai mes masques, on les a tous, mais quand on avance masqué, le problème c'est que des fois, comme on ne sait pas vraiment qui on est, on devient son masque, sa carapace. Et du coup, ce que je propose, c'est de faire des petits trous en fait dans la carapace, parce que c'est juste pour se dire, bah voilà, moi avec mes masques, j'ai avancé dans une certaine direction, mais en fait, je pourrais aussi aller à droite ou à gauche. Je ne l'ai pas fait parce que ben, c'est pas le chemin auquel mon masque me prédestine. Alors moi, je suis plutôt allé là. Mais en fait, c'est vrai que j'aurais pu aller à droite et à gauche. Pourquoi j'y suis pas allé? Eh ben, je vais proposer, moi, dans mes ateliers, d'aller à droite ou à gauche. Parce que ça va permettre de dire, ah ben mince, ouais, je peux aussi faire les choses différemment que celles
que je fais depuis que je suis habitué. Et ça, j'ai beau être patron de grosses sociétés ou éloigné de l'emploi depuis 10 ans et en manque de confiance et de perte de repère totale, c'est pareil. Explorer des zones, faire briller la pépite, c'est 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 vraiment un point commun à tous. Et ce que moi j'entends aussi comme point commun dans ce que tu dis, c'est que finalement, les masques qu'on a développés, on les a développés parce qu'à un moment ils ont marché. Bien sûr, C'est-à-dire que l'exemple que tu donnes, avec du l'enfant. petit enfant, bah, ça a marché vis-à-vis de sa maman et puis, le patron, ou, le repris de justice, leur masque dans les contextes qui étaient les leurs, que ce soit le masque de la dureté, ou le masque, de la bienveillance pour le encore une fois, quel que Bien soit le sûr, le le masque, il fonctionne. bien sûr. Comment on fait quand on est de l'autre côté du miroir? C'est-à-dire que quand on est dans le monde de l'entreprise et qu'on les voit ces masques? Mhm. Comment on fait pour dire, bah, finalement, stop, je te vois à travers ton masque, tu peux laisser, on peut se parler vrai. Alors, moi, j'ai pas de mode d'emploi parce qu'en fait, j'ai du mal avec les gens qui donnent des modes d'emploi. C'est pour ça que moi-même, j'ai du mal avec le développement personnel, même si je le pratique. Mais la seule chose que la seule manière de te répondre que je peux avoir, c'est moi-même, personnellement, comment moi je fais. Quand je vois un masque, je, c'est génial. Je me dis, bah, ok, on va jouer comme lui, on va jouer. Donc en fait, j'essaye de prendre le même masque que lui, tu vois, pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Euh, c'est logique, ça c'est dans la vente aussi que je l'ai appris. Un client qui me reçoit euh, méfiant, il se méfie, bah, certainement qu'il a dû être arnaqué par un commercial. Donc quand j'arrive, il me voit avec ses lunettes, hein, avec sa vision à lui. C'est-à-dire, c'est un escroc qui arrive et qui va m'arnaquer. Ok. Euh, Si moi je m'en offusque ou si moi je mets le masque de l'assurance, mais je vais le conforter dans son préjugé et on risque de ne pas aller plus loin parce qu'il n'a pas le temps. Alors, ben, je vais voir et ben, je vais prendre le même, c'est-à-dire que moi, je vais dire, je vais prendre le masque de celui qui dit, ouais, non, mais et oh là là, je vois bien en fait que vous vous méfiez de moi. Je pense comprendre pourquoi vous avez dû être échaudé par un commercial indélicat. Je le comprends. Et moi, j'ai vraiment envie de vous montrer que moi, je suis pas comme ça. D'accord? Et ça, c'est mon masque à moi. D'accord? Et du coup, là, on est OK. On est sur le même registre. On est dans la même pièce de théâtre. On utilise, voilà, lui, le masque du méfiant et moi, le masque du je comprends que tu sois méfiant et moi, je vais essayer de faire en sorte que tu le sois plus. C'est tout. Et après, une fois qu'on est à égalité de masques, dans la même pièce de théâtre, on peut changer en même temps les masques. Voilà. Donc je vais aller avec lui, voilà, super, le masque, tac tac, on y va, je prends le même, voilà. Et puis une fois que ça y est, on a établi un contact, et ben, après on peut aller un petit peu plus loin et jusqu'à en fait ben, créer de la confiance. Encore une fois, c'est la confiance qui est là tout de suite. C'est la confiance qui va faire que, tiens, allez, le masque, je l'enlève pas complètement, mais je vais le poser à côté. Voilà. Je vais le poser un petit peu. Mais je sais qu'il est là et que je peux le remettre quand je veux. Et je le vois bien qu'il le remet. C'est-à-dire que si à un moment donné, ben, je reste dans le commercial et je vais lui dire, je vais m'égarer, puis je vais lui dire, il va ressentir que moi, ce que je veux avant tout, c'est de lui vendre quelque chose. Là, c'est une erreur. Donc, il va remettre son masque. Et là, s'il remet son masque, moi, c'est ça qui va me guider, en me disant, là, je suis pas allé dans la bonne direction. Donc, en fait, moi, les masques des autres me servent aussi à me guider. C'est des phares, c'est des lumières, ça me sert à me guider en fonction du masque. Tiens, pourquoi il met ce masque-là, à ce moment-là? C'est que certainement qu'il a pris ce que je lui ai dit comme, ah ouais, donc ça. Et je vais essayer autre chose alors. Ah bah là, ouais, ça marche. Et en fait, c'est des baromètres, les masques. Ça me permet, moi, de me situer, en fait, à travers les autres. Parce que c'est à travers les autres qu'on évolue, hein. Oui, et puis c'est pas uniquement, négatif, hein, parce que finalement, il y a une connotation un peu péjorative au fait de mettre un masque. C'est avancer masqué, c'est pas vouloir se dévoiler, c'est vouloir se cacher. C'est une protection. C'est une protection, mais ça peut être aussi, un masque qu'on met
Parce qu'on a envie de faire rire, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie d'être apprécié, Bien sûr. parce qu'on vient chercher des choses qui finalement sont assez positives. Donc c'est aussi un effort qu'on fait vis-à-vis de l'autre. Mais bien sûr, bien sûr. Je crois que ce qui est intéressant, c'est pas. C'est pour ça que le masque, c'est super. C'est bien les masques. Le tout, c'est en fait quelqu'un qui a un masque. Si c'est pas vraiment qui il a tendance à devenir son masque. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'intérêt de connaître son masque et d'identifier, c'est de pouvoir l'enlever et le remettre quand je veux. Mais des fois, j'aurais besoin de mettre ce masque-là. Quand le patron de LVMH, il va négocier avec les Chinois l'avenir de LVMH, je veux dire, à un moment donné, il sait très bien qu'il a intérêt à mettre un masque, sinon il se fait avoir. Donc, c'est clair que les masques sont mais carrément indispensables et voilà, pour fonctionner, pour tout le monde. Mais comment créer une communication authentique avec les masques? C'est ça, en fait, l'intérêt. Comment ne pas... c'est- euh, l'idéal, dans la société idéale, c'est je mets un masque et je l'enlève quand je veux. J'ai un rôle, je rentre dans un rôle, et puis une fois que je suis sorti du rôle, je sors du rôle. Je suis caissier à Carrefour, eh ben, je peux très bien jouer mon rôle jusqu'à 17 heures. Bonjour madame, 55 euros. Merci madame. Au revoir madame. Madame, bonjour. Tac, tac, tac. 54 euros. Merci madame. En chèque ou en espèces? D'accord, regardez. Jusqu'à 17 heures, je peux faire ça. Mais à 17 heures, si j'ai pas changé mon rôle pour prendre celui de père de famille, ou celui de président d'association, ou celui de joueur de tennis, ou celui de pote, tout simplement, ou de père, ou de fils, ou de... Eh ben, je risque d'avoir des problèmes. C'est-à-dire que c'est mes enfants qui vont avoir des problèmes, qui vont prendre tout ce que j'ai emmagasiné dans la journée. C'est les gens de mon association, c'est mes partenaires, donc j'ai intérêt à quitter mon rôle à 17 heures pour rentrer dans le rôle que je vais exercer là, avec les personnes avec qui je suis. Donc ce changement de rôle induise un changement de personnage, de masque, c'est tout. C'est bien, mais j'en change quand je veux. Mais toi, ce que tu dis finalement, ce que j'entends, c'est que on peut trouver un grand intérêt à... Alors, on n'est qu'une seule personne, mais à pas laisser notre vie se dérouler en se laissant prendre par la succession des choses qu'on a à faire, mais au contraire, en se disant, OK, quels sont mes rôles dans la vie? Je suis la fille de quelqu'un, le partenaire de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'employé de quelqu'un, le patron de quelqu'un, juste moi, comme tu disais, hein, juste l'ami. Et sur tous ces rôles-là, de se dire, mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'être dans cette relation-là? Mais du coup, ça suppose un niveau finalement de réflexion et de conscience sur sa propre vie, un niveau méta par rapport à sa vie, qui est quand même assez élevé, en fait. Justement, je pense qu'en fait, c'est facile. Et que les gens le font sans s'en rendre compte. Le tout, c'est de leur montrer qu'ils le font quand ils le font. Et c'est peut-être ça qui va faire, ah bah ouais, mais alors ça aussi, je peux le faire là quand il y a un enjeu important. Je me présente à un entretien d'embauche, moi je stresse. D'accord, bon, on va aller chercher les endroits où tu stresses pas. Où c'est que tu changes de masse et que tu changes de rôle sans t'en rendre compte? Et quand on leur demande ça aux gens, ils savent pas, puisqu'ils le font inconsciemment. Donc on va aller chercher à travers des outils du théâtre. On va aller chercher des résiliences, des souffrances, des blessures. Comment tu as fait? Quelle est ta blessure fondamentale de ton enfance? Alors quand on commence comme ça, c'est sûr, bon, il y en a qui disent: «Oh oui, mais ben, ça va, tu vas les faire pleurer et tout». Bah oui, forcément, il y en a qui pleurent. Bah oui, parce qu'on va aller chercher une blessure. La blessure, tu vas la chercher. Pourquoi tu vas la chercher? Pas pour faire pleurer dans les chaumières. Tu vas aller la chercher parce que moi, ce qui m'intéresse, et tous les autres qui vont t'écouter aussi, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment tu t'es servi de cette blessure, comment tu as réglé, comment tu as soigné cette blessure pour en faire l'être que tu es devenu aujourd'hui, avec les forces que tu as acquis aujourd'hui. Si tu as acquis ces forces-là, c'est que ta manière de gérer ta blessure, en fait, elle t'a été propre. C'est ça que j'aimerais que tu nous racontes. Moi, c'est ça que je veux voir. C'est comment, en fait, le fait que tu as galéré,
et comment tu as transformé les souffrances en force que tu as aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois que tu l'as exprimée, tu vas peut-être pouvoir la dupliquer dans d'autres problématiques de la vie, mais surtout que les autres, là, qui t'écoutent, ils vont peut-être aussi s'en servir. Et là, on peut faire avancer les choses. Donc là, ça sous-entend d'aller derrière un petit peu les masques. Les masques, en fait, on les met derrière une émotion qu'on veut, qu'on enfouit, qu'on ne veut pas aller voir. Et quand on fait tomber les masques, forcément, l'émotion, elle explose. Hein. Et des fois, dans les ateliers, oui, il y a des gens qui pleurent. Alors c'est marrant, parce que quand quelqu'un pleure, on a toujours quelqu'un pour aller lui tendre un mouchoir. Non, non, laisse pleurer, laisse s'exprimer le truc. Laisse s'exprimer. Pourquoi tu vas lui tendre un mouchoir? Parce que ça te gêne toi? Parce que toi, ça te confronte à tes propres émotions enfouies? T'as pas envie? Ah ouais, d'accord. Mais là, c'est son problème à lui. C'est lui qui est là au milieu de tout le monde et puis qui raconte. Alors laisse-le, il a envie de pleurer. Il nous donne une émotion, c'est génial. Il te donne une émotion. Ah bon, d'accord. Et puis alors là, c'est là, le plus dur, c'est pour celui qui écoute, hein, c'est pas forcément pour celui qui est là. Alors lui, ok, il est là, il exprime une émotion qu'il a jamais pu exprimer, bon, parce qu'on lui a jamais demandé de raconter sa résilience, ok. Mais lui, ah ouais, mais c'est dur, c'est compliqué, oui, oui, mais non, mais c'est son problème, c'est son problème. Il y a une distanciation entre son problème et le tien. Si tu vas lui donner un mouchoir, c'est ton problème, non, non, c'est le sien. Voilà. Et du coup, voilà, donc chacun va essayer d'aller derrière ses masques. Et en groupe, ce qui est intéressant, c'est que on va comprendre. Lui, en allant derrière son masque, ça lui a déclenché ça. Il a pleuré, et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, en plus, à la fin, il dit que c'était super, qu'il s'est libéré. Ah bon, allez, je vais le faire aussi. Et je constate des trucs extraordinaires dans les ateliers, c'est-à-dire des gens qui, au début, sont comme ça. Si on leur avait dit le matin, non seulement qu'ils allaient parler de la manière dont leur membre de la famille a abusé d'eux, et comment ils en ont fait une force aujourd'hui, dont ils sont fiers, et comment en plus à la fin de la journée ils vont faire une représentation théâtrale souvent, alors qu'ils n'ont jamais fait de théâtre de leur vie, je dirais c'est pas possible, en 1 ou 2 journées c'est pas possible. Et ils le font tous. C'est-à-dire dans des ateliers où ils sont 10, 12, 15, il y en a 2 ou 3 qui commencent à le faire, tout le monde le fait. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est l'effet de groupe, il n'y en a aucun qui va dire non, moi je fais pas. Il y en a qui vont faire des pas un petit peu moins grands que d'autres, mais tout le monde va le faire, tout le monde va comprendre en fait que c'est peut-être en allant derrière les masques qu'on va pouvoir découvrir quelque chose. Et ce qu'ils découvrent, c'est une pépite. Et pourquoi ils viennent initialement? Parce que comme tu dis, ils s'attendent pas à ce qu'ils vont vivre, ils s'attendent certainement pas à partager des choses aussi intimes. Et alors moi, je découvre là parce que je connais tes ateliers, j'y ai jamais participé. Bon, maintenant du coup, j'ai envie. Et je pensais pas que tu les amenais sur des sujets aussi sensibles. Si eux ne s'attendaient pas à ça, qu'est-ce qu'ils viennent chercher au début quand ils s'inscrivent? Alors, là, le 26, j'organise un atelier, j'organise moi-même un atelier pour les particuliers. Donc les gens viennent, ils payent, ils s'impliquent, donc ils en ont envie. Ils savent comment ça va se passer en gros. Donc eux, ils viennent parce que développement personnel, ça leur parle, et théâtre, ça leur parle. Voilà, donc Ok. bon. Et puis ils jouent le jeu. Pas de souci. Enfin, il n'y a jamais de souci, mais en tout cas là, il y en a encore moins. C'est vraiment tranquille. Voilà, on sait très bien que pour eux, il va se passer des choses importantes, mais pas pour moi. Et je sais encore quand je dis pas pour moi, si, parce qu'il y a toujours, ça bouscule, mais voilà, ça va suivre la trame. Il y a, voilà. Après, il y a les organismes de formation, où là, comme l'AFPA ou d'autres, en fait, où ça rentre dans un parcours. Et ils l'appellent soit cohésion d'équipe, soit prise de parole en public, soit posture professionnelle. Et ces organismes m'appellent parce qu'ils savent comment je travaille. Et à travers posture professionnelle, cohésion d'équipe, prise de parole, et théâtre, parce qu'il y a un peu le théâtre quand même dans l'intitulé, les gens savent qu'ils vont faire des trucs
pas comme d'habitude, c'est tout. Mais ils savent pas plus. Et là, c'est intéressant parce que petit à petit, très très vite en tout cas, hein, tout ça, ça se passe dans la première demi-heure, ils vont comprendre, premièrement, qu'il n'y a pas de jugement dans cet atelier. Deuxièmement, que je suis d'une immense bienveillance, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de leur donner des trucs, ça se voit tout de suite, je sais pas, voilà, que je suis pas là pour leur vendre un truc, je suis là pour leur donner un truc, ça c'est sûr. Et voilà, donc déjà, ces deux choses-là. Et troisièmement, voilà, que je suis un comédien. Voilà. Ça leur suffit, je dirais, pour se dire, bon, bah allez, on va essayer des trucs aujourd'hui. On va essayer des trucs. Tant qu'ils sont pas dans ce truc-là, on va essayer des trucs, j'avance pas, ça sert à rien. Mais en général, au bout d'une demi-heure, ils sont tous dans ce truc-là. Parce que je leur dis, attention, moi, mon objectif, c'est de vous faire péter votre zone de confort. C'est de vous faire des trucs que vous n'avez jamais fait de votre vie. Mais déjà, je forcerai personne. Et puis certains feront un petit pas, d'autres en feront 3, peu importe. Mais vous allez tous faire un pas en dehors de votre zone de confort. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est pas les mots qu'on va dire. Vous qui êtes des futurs communicants, vous qui êtes des futurs communicants en général, mais même, je donne des cours aussi chez des geeks, on les appelle les geeks, hein, parce qu'eux-mêmes s'appellent les geeks, hein, des gens qui étudient l'informatique. Ben, ils veulent être quand même dans cette... Ils ont cette soif de relation, voilà. Communication, relation à l'autre. C'est pas les mots qui sont importants, c'est le sentiment. C'est le sentiment qui va porter les mots. Et le non-verbal, c'est le sentiment qui va porter les doigts qui se croisent à un moment donné, le sourire qui va venir à un certain moment de la phrase, les jambes qui vont se croiser à un certain moment, la tête qui va se pencher à droite, à gauche. C'est le sentiment qui porte tout ça. Et le sentiment ne s'apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend à créer une carapace. Une fille, elle n'a pas le droit de se mettre en colère, un garçon, il n'a pas le droit de pleurer. J'abrège. Ça se fait de moins en moins, mais c'est encore comme ça. C'est encore imprégné. Dans certaines cultures, ça l'est encore plus. Une fille n'a pas le droit de se mettre en colère, sinon on la traite d'hystérique. Un garçon, il n'a pas le droit de pleurer ou d'avoir peur. Un garçon, il n'a pas peur. Ah, moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur. Mais souvent, on les voit chez les gamins de certaines cultures aussi. Moi, j'ai pas peur. Et puis alors, quand il y a un événement, un mec qui arrive et qui claque la porte, tu les vois, qu'est-ce que tu fais? Hein? Quoi? Et puis hop, ils deviennent dans l'agressivité, mais en fait, ils expriment une peur. C'est marrant. Ça aussi, c'est marrant. C'est-à-dire qu'on voit très bien les émotions vers lesquelles on n'a pas l'habitude d'aller, qui sont transformées tout de suite. Et souvent, la peur, chez les garçons, eh ben, elle se transforme tout de suite en colère. En fait, je me mets en colère contre celui qui a provoqué un sentiment honteux. Parce que je veux pas m'y confronter. Alors des fois, donc tac, donc c'est ça. Alors, c'est le sentiment qui porte les mots. C'est pas les mots qui portent le sentiment. Et le sentiment, voilà. Et à l'école, donc, on nous apprend à créer cette carapace. Vous savez, la carapace, c'est ce qui permet de traverser toutes les couches de la société sans se sentir jugé, d'intercepter les critiques malveillantes, d'anticiper plutôt que de ressentir, de provoquer plutôt que de subir. Moi, j'étais punk à 15 ans. J'avais des spikes sur la tête, j'avais la croix de Jésus à l'envers à l'oreille, j'avais des épingles à nourrice dans la joue, j'avais des pantalons avec des zips, le t-shirt avec écrit Sid Vicious, punk is not dead, no future. No future. Je faisais peur aux gens. Comme ça, les gens, ils venaient pas vers moi. Le problème, c'est qu'avec la carapace, eh ben, des fois, comme on ne sait pas qui on devient sa propre carapace. Donc, c'est indispensable d'aller faire des trous dans la carapace. Mais chacun à son rythme. Et ben, quand je leur parle comme ça à tous, ben, ils se disent, ok, j'ai envie d'y aller, moi. Parce qu'il en parle avec tellement de passion, ça a l'air tellement sympa, là où il veut nous emmener, que j'ai envie d'y aller. Et là, ça y est, ils savent pas où ils ont mis le doigt, mais ils ont mis le doigt dans un processus où ils ne peuvent plus s'arrêter après, de la journée ou pendant les 2 jours ou 3 jours, parce que c'est des périodes courtes. Tu les emmènes. Ouais. Je les emmène et on s'emmène tous, en fait. Mais du coup, est-ce qu'on peut choisir ses sentiments? Parce qu'on peut choisir ses mots. On peut avoir tellement travaillé son masque et sa carapace qu'on en arrive à... Pour certains, c'est de l'orfèvrerie, à quel point il ou elle maîtrise Ouais. une communication, une image, un rendu.
Mais est-ce qu'on peut choisir le sentiment avec lequel on a envie de traverser une situation ou la vie en général? Mais j'adore cette question parce qu'en fait, je dirais qu'on est dans quand on dit on est dans on a des codes. Les codes qu'on a ici en France, sont différents des codes du Népal. Moi, quand je suis allé au Népal, je me rappelle, à un moment donné, je marche seul moi. Moi, je marche toujours seul. C'est une des c'est un des outils que j'utilise, la marche seule pour justement pouvoir me recentrer, comme je suis tout le temps dans la relation. Et quand j'ai fait mon tour du monde et j'étais au Népal, j'étais là sur un chemin et je vois un gars qui m'attend. Je me dis: «Tiens, qu'est-ce qu'il veut celui-là?» Mais bon, moi toujours le sourire, tout ça, ça va. Mmh, mais quand même, qu'est-ce qu'il veut? Bon, il attend, je le voyais au loin, hein. Il m'attend, je dis: «Bon». Et puis il commence à me parler en anglais, hein. Bon, on discute en anglais: «Où tu vas?» machin et tout, Bon, j'avais encore 1 heure à marcher, je dis: «Ouais, je suis venu seul, c'est pour être seul quand même, hein». Bon, et puis lui, il commence, il me parle et tout, puis des fois je ralentis, et puis lui, il m'attend. Oh là là. À un moment donné, il me dit, voilà, au prochain village, il me dit, ouais, j'ai un cousin, j'ai mon frère là qui a une maison. Je dis, ah, ça y est, j'ai compris. En fait, il m'attend pour m'emmener chez son frère, pour que j'aille prendre une chambre chez son frère. Bon, et puis on parle, il me parle et tout, et puis à un moment donné, il me dit qu'il fait lui, de l'art un petit peu, parce qu'on parle d'art, et il me fait des petits tableaux. Ah, je dis, ah, il va me vendre un tableau, c'est normal. Et je lui achèterai probablement, parce que c'est pas cher. Puis on arrive au village, et puis il me dit, voilà, bon, ben, la maison de mon copain, elle est là, si tu veux, et puis il part. J'ai eu honte. Je me suis retrouvé, mais con, parce que j'ai dit: «Mais j'avais eu des préjugés sur lui. Je pensais qu'il allait me vendre des trucs, il allait m'emmener chez son cousin, pas du tout. Il avait juste envie de partager un moment avec moi». Et lui, en fait, quelque part, en moi, il a vu les craintes que j'avais. Il en souriait, il en riait, il les a senties, il les a perçues, et il a voulu vraiment me laisser tranquille une fois qu'on est arrivé au village. Il avait juste envie d'échanger avec moi. Et moi, eh ben, dans mes codes ici, eh ben, je me suis juste dit, ben, lui, il a un intérêt avec moi s'il est avec moi. Il y a un intérêt. Ça m'a fait prendre conscience, en fait, que, voilà, que en fonction des codes qu'on a, des préjugés qu'on a, je vais attendre des choses de l'autre, et comme je vais attendre quelque chose de l'autre, je vais créer une relation qui va me permettre de penser, de compenser, en fait, l'attente, qui est, assouvie ou qui ne l'est pas. En résumé, heu si j'attends quelque chose d'une personne, je vais l'attendre en fonction de je sais qu'elle a un masque. Moi-même, j'ai un masque. On a des masques. Heu, le sentiment, il porte le non-verbal. C'est-à-dire que mon Népalais, il m'avait perçu, il m'avait senti. Il avait senti ma méfiance. Il avait senti tout ça. Il le sentait. Et d'ailleurs, avec beaucoup de bienveillance, en fait, il me rassurait. Moi, je sens les masques. Toi, tu sens les miens. Mais on est habitué aux masques des uns et des autres. Parce qu'on a les mêmes codes. On a les mêmes codes. Euh, du coup, je vais choisir mes mots. Peu importe, c'est ce que je fais quand je coach des gens qui prennent la parole en public. T'as beau choisir tous les mots que tu veux, c'est ton intention qui est importante et qui est intéressante. Tu penses, toi, que les mots y passent parce que l'autre, bah, il est dans les mêmes codes. Et quand tu vas lui dire à quelqu'un, voilà, moi je suis coach en intelligence émotionnelle, et moi je peux accompagner à la prise de décision, parce que bah, j'ai des outils qui me permettent, voilà, qui me permettent d'être fort là-dessus et qui vont vous permettre d'aller au point A à un point B. Le mec, super, voilà, ok, ouais, professionnel, des mots qui sont choisis. Mais si je te le dis en disant, voilà, bah, moi je suis coach en intelligence émotionnelle, et donc ouais, j'accompagne les entreprises, donc à aller d'un point A à un point B, c'est différent que si je dis, voilà, moi je suis coach en intelligence émotionnelle, j'accompagne les entreprises à prendre des décisions. C'est différent, parce que l'intention n'est pas la même. Un autre exemple, je prends un autre exemple. Je dis à ma fille,
je dis à ma fille, ma fille n'a pas rangé sa chambre. Alors, je lui dis, écoute, va ranger ta chambre. Putain, ça fait 4 fois que je t'en parle, ça fait 4 fois que tu la ranges pas, d'accord? C'est le bordel, il y a de la poussière de partout. Alors va ranger ta chambre, sinon, je t'avertis, on part pas, hein, on part pas en week-end, hein. Elle va aller ranger sa chambre et elle va rigoler. Elle va mettre la poussière sous le lit, elle va ranger les trucs comme ça, elle va dire, papa, c'est fait. Je change la méthode et je lui dis, écoute-moi, Charlotte, ça fait 3 fois que je te demande de ranger ta chambre. Ça fait 3 fois que tu ne le fais pas. Alors maintenant, tu montes, tu ranges ta chambre et tu ne descendras que lorsqu'elle sera rangée. Est-ce que c'est clair, oui ou non? Charlotte, est-ce que c'est clair? Oui? Eh bien là, Bah, je suis pas Charlotte, mais là, je peux dire que je suis à 2 doigts d'aller ranger ma chambre, hein. je te garantis qu'elle y va, qu'elle range et qu'elle met pas la poussière sous le lit. C'est quoi la différence entre les deux? C'est que la première, mon intention, c'était de ne pas perdre l'amour de ma fille. Je vais composer. Non mais je veux pas la froisser, je veux pas la blesser, je veux pas. Et puis j'ai surtout qu'elle continue à m'aimer, etc. Et dans la deuxième, la seule intention, c'était qu'elle range sa chambre. C'est tout. Mmh. Moi, je crois que c'est ça. C'est l'intention qu'on doit travailler en communication et dans la relation. Et alors toi, quand on regarde ton parcours, ton intention de vie, elle a quand même changé à un moment? Puisque tu es passé d'une logique d'exploration, de recherche, de nourriture, hein, le tour du monde, la vente, à une logique aujourd'hui où tu donnes? Alors, moi, j'ai toujours eu un énorme besoin d'être aimé. Et alors au début, je me faisais remarquer, j'étais punk, j'étais la plus grosse banane de Grenoble, c'était moi qui l'avais, voilà, les spikes, tac, c'était moi le plus moche des punks, voilà. J'ai toujours été le plus des plus, moi. Parce que je sais pas, j'avais un besoin, mais exacerbé d'amour. Avec les filles, c'est pareil, il fallait que je les ai toutes, moi, hein, il fallait que je les ai toutes. Et puis alors, j'utilisais des stratégies pour plaire. Et puis une fois que je les avais, je partais parce que ça m'intéressait plus, en fait. Alors bon, ben, je créais de la frustration, j'ai fait souffrir des... Oh là là, c'est incroyable. Incroyable quand j'y pense, les pauvres. Des fois, j'en vois des filles, je les revois, etc. Parce que j'ai pas toujours perdu le contact. Et puis, grâce à Facebook, et on en parle. Et elle me dit, oh là là, qu'est-ce que tu as pu me faire souffrir? Et oui, tu parles. Moi, une fois que c'était acquis, bon. Mais dans la vente, ça m'a permis d'être le meilleur vendeur. Parce que les stratégies que j'utilisais pour vendre, en fait, mais c'est énorme. Il fallait que je vende. Sinon, ça voulait dire qu'on ne m'aimait pas. Donc, je créais des stratégies. Moi, j'ai commencé dans le porte-à-porte. Je créais des stratégies pour qu'on m'ouvre la porte. Je créais des stratégies pour qu'on m'achète le produit. Parce que si on ne m'achetait pas, ça voulait dire on me disait, je ne t'aime pas. Non, c'est comme ça. Donc, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Donc, je faisais tout ce qu'il fallait. Je déployais une énergie énorme. Et à un moment donné, oui, j'étais le meilleur vendeur, oui, j'étais le meilleur directeur. Mais ça fatigue, ça épuise. Mais je continuais. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, je suis devenu comédien parce que il y avait, voilà, parce qu'il y a 900 personnes qui se lèvent et qui m'acclament. Enfin, 900, c'est quand je jouais avec Galabru, hein. Sinon, en général, c'est 50. Mais bon, c'est génial. À un moment donné, je me suis rendu compte que je recevais 1000 fois plus d'amour en donnant qu'en demandant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coach. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'accompagne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je donne. C'est tout, hein. Mais l'intention, elle n'a pas changé. Moi, mon intention, c'est de... Elle n'a pas changé parce elle est toujours de créer de la relation. Elle s'est un peu transmuée quand même, parce que dans ce que tu dis, c'est que tu es passé de « il faut qu'on m'aime, sinon j'existe pas », Mhm, donc ton amour est ma condition de survie, mhm. à on met de l'amour dans le système collectivement ensemble. C'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais si on regarde... Oui, mais parce que... Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça a transmué, c'est vrai. Mais il faut qu'on m'aime, sinon j'existe pas. Et Ça, c'est vrai aujourd'hui, pour tous les êtres humains. voilà, c'est ça. C'est-à-dire, moi, il faut toujours qu'on m'aime parce que sinon j'existe pas. Mais il faut que les gens autour, on les aime. Parce que sinon, ils n'existent pas. Ouais. Alors, allez, on va s'aimer. On va s'aimer. Voilà. C'est la méthode qui a changé. Mais on va s'aimer. Quand j'allais voir le commercial
Ou quand j'allais voir les filles, même pour aller plus. Quand j'avais 12 ans, 13 ans, quand j'allais voir les filles, c'était allez, on va s'aimer aussi ensemble quelque part. Quand j'étais commercial et que j'allais voir mes clients, c'était ben, on va s'aimer. Enlève ta méfiance, enlève tes masques. Je suis sympa, moi. Et puis tu vas voir, on va passer un moment sympa, on va jouer ensemble. Et si on passe un bon moment, eh ben, peut-être qu'on sera partenaire, tu m'achèteras mon produit. Sinon, ben, c'est pas grave, on aura passé un bon moment. Hein. Et puis alors, eh ben, allez, on va s'aimer, quoi. Et en fait, quelque part, c'est pareil. C'est viens, on va s'aimer. Je crois que ça me donne l'idée d'un titre pour mon prochain livre. Viens, on va s'aimer. C'est bien ça. Hein. Merci à toi. Je t'en prie. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce que moi, je le vois beaucoup en entreprise et je vois quand même beaucoup de gens souffrir à cause de ça. C'est ce que tu as dit sur le fait que quand c'était quelque chose qui était vraiment une recherche de survie, ça te demandait beaucoup d'énergie. Ça m'épuisait. Ouais. Et aujourd'hui, on a ce problème-là dans les Ouais, entreprises. Tu as ouais, beaucoup de burn-out, tu as beaucoup ouais, de dirigeants qui n'en ouais, peuvent plus. ouais. Et est-ce que finalement, on ne s'épuise pas quand on va à l'encontre de soi-même, quand on va à l'envers de ce qu'il faudrait qu'on fasse? Alors là, je reviens au rôle. Oui. Euh, Une des objections, ça c'est mon côté commercial qui revient, que j'entends le plus dans les ateliers, c'est ouais, mais non, non, moi pour moi, je fais pas de théâtre parce que moi, je suis vrai, je suis cash. Alors ça, c'est vraiment le truc. En général, ceux qui me disent ça, c'est ceux qui sont le moins cash et qui ont le plus de masques. Je suis cash. Tu vois, le truc, je suis cash. Moi, je suis franc. Moi, je me méfie. Moi, j'ai fait beaucoup de recrutement aussi. Hein. Moi, quelqu'un qui me dit je suis franc, je me suis toujours méfié. Parce que je suis franc, ça veut dire je suis franc, peu importe les dégâts que je fais. Hein. Tu vois, c'est personnel. Quelqu'un qui me dit je suis franc, ça veut dire peu importe la manière dont l'autre il va le prendre, moi je dis ce que j'ai à dire. Moi, la franchise, si elle n'est pas associée à de la diplomatie, c'est pas une qualité. Je suis franc, mais je suis diplomate. C'est-à-dire je suis franc dans le souci de l'autre. Je suis franc, mais dans l'objectif d'améliorer notre relation pour toi et pour moi. En gros, je suis assertif. Et la franchise, je la remplace par l'assertivité. Pourquoi je parle de ça maintenant? Parce qu'en fait, quand on ne connaît pas l'assertivité, on a tendance à faire du mal aux gens et à chercher son rôle, à chercher la manière la plus facile, parce qu'on est tous un peu feignants, hein, on est tous un peu... chercher la manière la plus simple, en tout cas, pour rentrer en relation, voilà, en essayant d'être le plus authentique, parce que ça aussi, c'est un truc qui marche. Tout à l'heure, tu me posais la question, alors les gens, ils sont tous motivés? Oui, parce que quand les gens, je leur dis, bon, on va apprendre à être plus authentique, tout le monde est intéressé par ça, même s'il y a de la méfiance. Oui, mais authentique, oui, mais je ne veux pas enlever ma carapace tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Mais on rentre en relation un petit peu comme ça, et tu vois, là, par exemple, j'ai un trou, là. Plus ça va, plus... Donc, si tu peux juste me dire où j'en étais, qu'est-ce que j'essayais de développer, là? Là, De tu quoi es je en te train parlais? d'essayer de m'expliquer pourquoi est-ce qu'on perd de l'énergie quand on Ouais. va à l'encontre de soi-même. Voilà. Et voilà, je parlais des rôles. Et en fait, quand je... C'est marrant, ça m'arrive de plus en plus avec l'âge, ça, c'est incroyable. Hein. Alors, quand je suis sur scène, ça m'arrive pas. Oui, alors moi, je croyais que j'avais le même problème, parce Oui. qu'effectivement, depuis quelques mois, j'ai des trous de mémoire. Et une thérapeute avec laquelle je travaille m'a expliqué que ça arrivait pendant les périodes de changement. Ah, mais comme C'est moi, pas je suis... nécessairement une perte de mémoire. Mais comme C'est moi, je suis un multipotentiel et je suis toujours en train de en train de changer, changer. peut-être c'est ça alors. Ah, d'accord. Oui, oui, mais Oui. parce que mais tu vois, c'est intéressant parce que quand je suis sur scène, ça m'arrive pas. Pourquoi? Parce que quand je suis sur scène, je suis dans mon personnage et je suis obligé d'y rester. Oui, puis tu es dans un canal, où le canal, c'est la mémoire, c'est le Ouais, aussi, texte, c'est c'est les vrai. mots, tu vois. C'est vrai. Là, tu es dans un Mais canal différent, c'est vrai. puisqu'on est sur On part sur. on C'est vrai, tu as réfléchit raison. ensemble. C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Donc, a priori, c'est pas l'âge. Oui, oui, c'est pas l'âge, c'est pas l'âge. On se rassure Ouais, c'est comme on marrant. peut. Ouais, on se rassure. Mais oui, mais le rôle, alors. Et du coup, le rôle, donc en fait, voilà, alors, bref, l'assertivité et tout. Je reviens. À un moment donné, on ne sait pas qu'on rentre dans un rôle. On veut pas. Parce qu'on se dit, moi je suis vrai, moi je joue pas de rôle, etc. C'est souvent ça. Jusqu'au moment où on se dise, mais non, en fait, jouer un rôle,
c'est pas négatif, c'est pas aller, c'est pas ne pas être vrai. Au contraire, je prends l'exemple d'un médecin. Je faisais des conférences avec Marc Galabru, le frère de Michel, qui était médecin dans l'humanitaire, et qui disait, quand il se déplace au chevet d'un malade pour lui annoncer qu'il va mourir. Pour nous, c'est grave, mais pour lui, c'était son quotidien. Eh ben, tous les jours, il se dit, voilà, qu'est-ce que je fais? Je sors de ma voiture, est-ce que je mets la cravate? Je ne mets pas la cravate. Est-ce que je mets le costume? Pas le costume. Est-ce que j'y vais avec ma sacoche? Pas la sacoche. Il rentre dans la chambre, il voit la famille. Qui c'est qui fait rester? Qui c'est qui fait sortir de la chambre sans affoler le patient? Puis il va s'approcher du patient, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit sur le lit, il s'assoit sur le fauteuil, il reste debout, il lui tient la main. Il va commencer à lui parler, il va guetter les moindres signes, les moindres regards, l'empathie médicale. Il va commencer à parler. Puis il va adapter son discours. Il va jouer au théâtre, il va jouer, pas dans le sens jouer le jeu, dans le sens interpréter un rôle à un moment donné, en fonction d'un contexte, en fonction d'un personnage, en fonction d'une interaction. Mais celui qui joue le mieux, c'est le patient, parce que lui, il est surpris par l'événement. Mais regarde, 2 jours après, quand le patient il aura digéré cette information, autant qu'on puisse digérer ce genre d'information, et qu'il devra en tout cas la transmettre à ses enfants ou à ses petits-enfants, il jouera beaucoup moins bien. Est-ce qu'il reste dans le lit? Est-ce qu'il se lève? Est-ce qu'il s'habille? Est-ce qu'il reste en pyjama? Est-ce qu'il fait rentrer les deux à la fois? Est-ce qu'il en fait rentrer qu'un après l'autre? Est-ce qu'il les emmène à la cafette? Est-ce qu'il se reste debout? Bon. Et puis il va commencer à lui parler, il va guetter les moindres signes, les moindres regards, il va peut-être reporter ce qu'il a à dire au lendemain. En tout cas, il va adapter son discours, il jouera beaucoup moins bien. Et ceux qui joueront le mieux, ce sont les enfants qui sont surpris par l'événement. Moralité, c'est pour ça que je prends cet exemple-là qui m'avait vraiment marqué, c'est que la vie est un théâtre, en fait. La vie est un théâtre, puisqu'on va tous interpréter, comme tu le disais tout à l'heure, un rôle en fonction du contexte, de la situation et de la personne que j'ai en face, et des interactions. C'est en fonction de ce qu'il va m'envoyer que je vais utiliser tel ou tel masque, ou que je vais utiliser tel registre, ou que je vais réagir. La réaction, voilà, je ne suis pas de la même manière, là je me comporte pas de la même manière, je suis pas le même maintenant avec toi que je le serai tout à l'heure avec mon partenaire à 11h quand j'ai rendez-vous, à 11h30, et encore différent de la manière dont je serai avec mes enfants, etc. Donc oui, la vie est un théâtre, mais où celui qui joue le mieux, c'est celui qui joue le moins. Ça, c'est Galabru qui me l'a appris. Celui qui joue le mieux, c'est celui qui joue le moins. Et là, ça m'a rassuré. Ça m'a rassuré, si tu veux, à ce moment-là où j'ai compris ça. C'est-à-dire, en fait, la légitimité, tout ça, ça vient là. C'est-à-dire, ça sert à rien que je surjoue pour essayer de montrer à l'autre que je suis aimable, dans le sens être aimé, hein. Ça sert à rien. Il faut simplement que je joue mon rôle, mais de manière la plus simple possible, mais que je sache que je peux avoir plein de rôles. Mais je peux en avoir qu'un seul. Louis de Funès, il avait qu'un rôle. Il a toujours joué qu'un rôle, mais c'était le meilleur. Depardieu, il a joué des centaines de rôles pour rester dans le cinéma, et il est bon dans tous les rôles qu'il a joués. T'as des gens qui ont qu'un rôle, et qui sont excellents, et d'autres qui ont plusieurs rôles, et qui sont excellents dans tous les rôles. T'as des gens qui ont plein de rôles, et ils sont nuls dans tous les rôles, parce qu'ils surjouent, parce qu'ils sont pas bons. T'as des gens qui ont qu'un rôle, et puis ils sont pas bons dans ce rôle-là, ils n'arrivent pas à percer, pourtant on les voit quand même, ils sont là, mais bon, c'est des seconds, voilà, bon. Donc du coup, le rôle, il va me permettre de me rassurer et de trouver ma propre légitimité. Et là je reviens sur l'assertivité. Quand j'ai compris ça, quand j'ai compris en fait que plus je suis simple, moins je joue mon rôle que j'ai, mais c'est quand même un rôle qui sera différent en fonction des gens et des contextes, je peux très bien poser mes limites. Oui, monsieur le patron, je peux vous faire le café aujourd'hui. Parce que c'est vraiment avec un énorme plaisir que je vous fais ce café-là. Ne comptez pas sur moi pour vous le faire demain et les autres jours. Premièrement, parce que je fais un piètre café, c'est mon mari qui me le dit. Paf, deuxième message subliminal. Et deuxièmement, parce que si je fais des tâches chez vous pour lesquelles vous ne m'avez pas embauché, eh ben, c'est notre relation et le développement de votre société qui risque d'en pâtir. Voilà, j'ai été assertif, j'ai été franc, mais j'ai été diplomate, c'est-à-dire j'ai fait ça dans le souci de développer la relation à l'autre avec mon patron.
Et le patron, quand il entend ça, bah, chouette, quoi. Chouette, ok, je comprends. Et puis c'est super, c'est un bon point, là. Celle-là, elle est bonne. Hein. Je vais pas lui demander de faire le café, elle. Moi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'on a le choix, en fait. C'est qu'on a le choix d'être tous les jours, dans toutes les situations, la personne qu'on veut être, en fait. Ah ouais. En prenant un peu de recul, en prenant un peu de temps, pour aussi faire le point sur soi-même, pour se dire, ben, dans cette situation-là, qui est-ce que j'ai envie d'être? Ah, Et jouer le moins possible pour jouer le mieux. Ah, Ça, mais c'est c'est incroyable. C'est ça. Comment on fait pour te trouver, Jean-Luc? Pour toutes les Euh, personnes qui ont envie de travailler avec toi, de participer à l'atelier, de lire tes bouquins, comment on fait pour te trouver? Alors, moi, c'est simple. J'ai Jean-Luc Cohen Rimbaud sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. C'est Jean-Luc Cohen Rimbaud. D'accord? Faut Parfait. pas oublier le Rimbaud, c'est tout. R-I-M-B-A-U-L-T. Et puis voilà, et puis là, on me trouve. On me trouve. Mes bouquins, on les trouve aussi. On tape sur Internet Jean-Luc Cohen Rimbaud, on trouve mes bouquins qui sont à la Fnac, qui sont de partout. Et puis mes ateliers, etc. À partir du moment où on me suit sur Facebook ou sur un des 3 réseaux, on arrivera à me suivre. Et au théâtre également. Un immense merci, Jean-Luc, je me suis régalée. Je te connais un petit peu, mais là, j'ai encore appris plein de trucs. Mm. Donc vraiment, merci du fond du cœur. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs auront eu autant de plaisir que moi à t'écouter. En tout cas, je l'espère. J'espère aussi. Et vraiment, toute ma gratitude pour ce très très beau moment. Si vous avez aimé, pensez à liker, pensez à commenter, pensez à nous suivre sur les réseaux. Un très très grand merci pour votre participation active à travers votre écoute et vos suivis au podcast Le Bon Choix, le podcast grâce auquel vous ne prendrez plus jamais de mauvaises décisions.